Bienvenue à tous dans ce 4e cours de la Ligue hermétique du Cercle Sacré. Aujourd'hui, nous allons traiter de la vérité, de la religion, du travail sur le corps physique et de la connaissance de soi. Objectif de module, approfondir la compréhension de la vérité et de la religion selon l'hermétisme, continuer le travail sur le corps physique, réaliser une analyse profonde de soi-même à travers les miroirs de l'âme, les 4 éléments et un cahier de vie. Donc, j'espère que tout le monde ici s'accroche, fait ses exercices, respecte son momentum, que vous avancez et que vous commencez à ressentir des changements à l'intérieur de vous, parce que normalement vous devriez déjà commencer à en ressentir. Vos idées devraient se réorganiser, ainsi que les connexions entre vos différents corps. Partie théorique, la vérité. Quittons maintenant le microcosme pour nous tourner vers d'autres sujets importants, et avant tout, il y a le sujet de la vérité. La vérité dépend de la capacité de discernement de chacun. Ça veut dire qu'on n'a pas tous la même capacité à percevoir la vérité. D'accord ? Il faut garder cette image à l'esprit, que la vérité, c'est comme un miroir brisé en 1000 morceaux, que chacun peut avoir un morceau de ce miroir. C'est-à-dire chacun peut avoir un bout de la vérité qui est vrai. Mais avoir un bout de ce miroir ne nie pas les autres. C'est pas parce que j'ai un bout du miroir que les autres, ils n'ont pas un autre bout. Donc si je crois que j'ai trouvé quelque chose et que ça c'est la vérité, alors je suis en train de faire une grande erreur. La vérité est multicomposée. Nous-mêmes sommes les parties d'un grand miroir. C'est-à-dire de l'image de Dieu de laquelle on a été tiré. On a été brisé en 1 million de petits morceaux. Et chacun d'entre nous n'a qu'une vision subjective de quelque chose d'objectif. Parce qu'effectivement, s'il y a subjectif, il y a objectif. Donc dans l'objectif, il y a la présence divine, et chacun la voit d'une certaine façon. Certains la voient par sa puissance, d'autres par son amour, d'autres par sa douceur, d'autres par son intelligence. Chacun par rapport à la forme du miroir qu'il a, développe un ressenti de cette vérité et de ce qu'est l'absolu. Comme nous n'avons pas tous la même intuition ou perception, nous ne devons pas généraliser le sujet de la vérité. En effet, je ne peux pas imposer mon morceau de miroir aux autres. En fonction de son point de vue et de son degré de maturité, chaque individu a sa propre vérité, à condition qu'il la sache de manière honnête. Ça veut dire qu'en toute honnêteté, le bout de miroir que j'ai, qui indique un morceau de ce qui est vrai, il faut qu'il soit bien poli, bien nettoyé, c'est-à-dire en toute honnêteté. Comme ça, j'ai accès, selon mon degré de maturité, à une image de la vérité, une partie de la vérité. Quand on travaille en groupe, et on reviendra plus tard sur les travaux de groupe, quand on travaille en groupe, ça nous permet justement de découvrir un peu mieux cette vérité en combinant nos perceptions à celles des autres. Et comme ça, on a une vision qui se fait un peu plus claire, un peu plus large et un peu plus objective. Seul celui qui connaît et maîtrise les lois absolues du microcosme et du macrocosme a le droit de parler d'une vérité universelle. C'est ce que je vous dis. Une fois que vous comprenez votre fractal, une fois que vous comprenez le morceau que vous êtes, alors vous comprenez la règle et vous savez qu'il faut recoller votre morceau, recombiner votre point de vue à celui des autres. À ce moment-là, quand vous êtes capable d'emmagasiner tous les points de vue, quand vous êtes capable d'annuler votre vision pour accueillir celle des autres, alors vous pouvez commencer à parler d'une vérité objective, c'est-à-dire universelle. Tout le monde reconnaît certains aspects de la vérité universelle, existence de la vie, de la volonté, de la mémoire ou de l'intellect. Mais chacun a son morceau dans lequel il est plus facile de voir tel ou tel aspect. Donc, si vous êtes en quête de vérité, vous avez des perceptions qui sont justes, mais elles ne peuvent pas nier les perceptions des autres, même si parfois elles paraissent opposées. Je vais prendre un autre exemple, c'est comme le corps. Si on sépare les membres les uns des autres, ils n'ont rien à voir, ils ne se ressemblent pas. La main ne ressemble pas à la tête. Pourtant, ils ont une présence objective qui est unifiée. C'est-à-dire qu'ils ont des mêmes règles, ils ont un même but, etc. Chose qui ne paraît pas forcément évidente si on sépare tout. Donc l'art et la manière, avec l'amour du prochain,
nous permet justement de nous combiner les uns avec les autres pour avoir un accès beaucoup plus général et beaucoup plus profond et beaucoup plus objectif à la vérité. Vous ne devez jamais imposer votre vérité à quelqu'un qui n'est pas encore mûr pour la recevoir. C'est dangereux pour la personne. D'accord ? Ça vous crée du mauvais karma et c'est dangereux pour la personne. Si je dis une vérité à quelqu'un qui n'est pas mûr pour la recevoir, il va se créer ce qu'on appelle des clipotes à l'intérieur de lui pour le protéger de son point de douleur. Et ces clipotes, elles peuvent le bloquer complètement. Par exemple, il peut tomber dans une identification. Il peut croire qu'il est quelque chose qu'il n'est pas. Il peut s'identifier à quelque chose qu'il n'est pas. Car on n'est pas une identité. Une identité, c'est simplement un fragment de notre présence. Donc s'il se convainc qu'il est une identité, ça veut dire qu'il y a une clipa qui l'entoure, donc une écorce qui l'empêche de percevoir la lumière, mais aussi de souffrir. Donc la vérité se découvre pour chacun. Vous pouvez en discuter avec des initiés. Donc ne discutez jamais avec des non-initiés sur des vérités plus élevées, sauf avec des personnes qui désirent vivement les atteindre, les hauteurs de la vérité, et qui commencent à être mûrs pour la recevoir. On sait que quelqu'un est mûr pour recevoir la vérité, quand il a vidé son verre. C'est-à-dire il arrête de croire qu'il sait tout, il accepte qu'il ne sait pas et il devient enseignable. Il y avait un auteur de quelques années qui s'appelle Proctor qui avait fait ça, l'indice d'enseignabilité. Donc si vous êtes enseignable, ça veut dire que vous pouvez recevoir quelque chose, vous pouvez apprendre, vous pouvez grandir. Si vous n'êtes pas enseignable, ça veut dire que vous croyez que vous savez tout. À ce compte-là, on peut rien vous apprendre parce que vous allez tout manipuler. Votre ego est trop fort devant. Donc l'ego de quelqu'un qui est prêt, il sait s'annuler pour recevoir justement ce qu'on appelle les hauteurs de la vérité, donc des perceptions plus profondes. Tout autre comportement n'est que profanation. Et selon le point de vue magique, il est absolument interdit. Voilà, ne profanez pas la vérité. Le grand initié disait « On ne jette pas des perles aux cochons ». On ne jette pas des perles aux cochons. Donc sans vous prendre pour des diamants, vous savez très bien quand en face de vous, ce que vous allez dire ne va pas être utile. Si vous parlez pour avoir raison, il ne vaut mieux pas parler. Ça veut dire que vous parlez avec les cochons. C'est dans votre perception, les cochons, parce que ce que vous avez en face de vous n'est pas forcément un cochon. Mais vous, quand vous traitez quelqu'un de cette façon, d'une façon un peu arrogante, et pour essayer de le dominer, alors vous le changez en cochon. Si maintenant vous lui dites des vérités qui sont importantes, vous allez gâcher vos vérités pour vous-même. Et ce sera bien fait d'ailleurs, parce que vous n'avez pas personne à chercher le débat pour écraser qui que ce soit. D'accord ? Je dis pas que le débat est mauvais. On peut des fois chercher à connaître la nature de quelqu'un en cherchant à voir sa réaction à un débat ou sa réaction à un conflit, etc. Et ça peut être positif. Mais quand on rentre dans la communication profonde, le débat n'est pas très utile en fait. On doit s'entraider et ajouter des notions positives les uns aux autres pour améliorer notre vision les uns avec les autres. Quelqu'un qui commence à dire non, c'est pas comme ça, peut-être qu'il n'a pas encore le niveau, ou qu'il n'a pas encore l'humilité, ou qu'il n'a pas encore le désir, ou la maturité pour participer justement à une conversation dont les règles sont de ne pas être négatif et surtout d'ajouter des points de vue les uns aux autres. Quand vous fonctionnez comme ça, que vous ajoutez des points de vue les uns aux autres, vous allez accéder à une vision de la vérité qui va être bien supérieure au processus où chacun nie l'autre pour affirmer sa vérité. Rappelez-vous les paroles du grand maître, ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qu'ils ne les piétinent. Avec la vérité vient aussi la capacité de différencier avec exactitude la connaissance de la sagesse. Ça, c'est très important de le différencier. Durant toute votre vie, vous allez acquérir des connaissances. La mise en pratique régulière et vécue, ressentie, maîtrisée de cette connaissance donnera de la sagesse. La connaissance n'est pas de la sagesse en elle-même. La connaissance, c'est de la théorie. Et la théorie sans pratique, ça va pas loin. On en fait de la philosophie et ça va nulle part. Si on applique la théorie, alors de notre expérience découlera la sagesse. C'est-à-dire que si conceptuellement je sais comment me comporter, j'aurai pas les détails, j'aurai pas l'exacte application du comportement que je sais devoir appliquer avant de l'appliquer. Je dois appliquer, je dois mettre en acte. C'est pas les actes qui font que la théorie marche, mais sans les actes, elle marche pas.
La connaissance dépend de la maturité, de la réceptivité, de la compréhension du mental et de la mémoire. Donc la connaissance, c'est ce que vous êtes capable d'absorber. La sagesse ne dépend pas du tout de la connaissance. La racine de la sagesse est en Dieu, c'est-à-dire dans le principe causal, l'akasha, et dans tous les plans. La sagesse dépend de la maturité, de la pureté et de la perfection de votre personnalité individuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vivez, que vous traversez les expériences, vous vous purifiez. Quand vous cherchez un objectif, je vais prendre un objectif quelconque, vous voulez apprendre la cuisine, au début, votre premier plat n'est pas bon. Vous n'avez pas purifié vos sens, vous n'avez pas purifié vos méthodes et vos techniques. Mais à force de répéter, vous allez vous purifier. Comment ça va marcher? C'est parce que n'importe quelle discipline réside sur l'akasha, ça veut dire réside sur la capacité vibratoire de la conscience et nous permet de construire tout ce qu'on peut imaginer en fait. Donc la sagesse dépend de la maturité, de la pureté et de la perfection de votre personnalité individuelle, ce qui demande beaucoup de travail, beaucoup de mise en pratique. Elle peut être vue comme un stade de développement de l'ego. C'est vrai, et c'est un stade du développement de l'ego. L'ego est conscient de sa capacité, est conscient du bien qu'il reçoit à faire quelque chose, et se développe. Ne pas oublier que quelqu'un qui est grand spirituellement aura un grand ego. Le problème, c'est pas l'ego, le problème, c'est de rester un animal. Du moment où on dépasse le degré animal, l'ego se corrige et justement, l'ego qui aura pris tant de poids, l'ego qui aura pris tant de place, tant de force, une fois corrigé, devient exceptionnellement utile. Justement parce qu'on l'a laissé devenir très très fort. Les connaissances profondes ne sont pas transmises par le mental, mais surtout par l'intuition ou l'inspiration. Il y a des choses qu'on connaît par intuition. Donc les connaissances profondes sur les réalités de la vie, sur les choses mystiques, il y a des choses que parfois on dirait qu'on les devine, mais c'est pas qu'on les devine, c'est que l'intuition nous décrit la chose. Donc nous décrit la théorie que l'on doit emprunter. La voie hermétique est jonchée de ces moments-là où nous devons appliquer notre intuition pour comprendre ce que l'on fait. Vous voyez, dans un écrit comme ça, j'ai volontairement omis quelques détails comme ceux qui m'ont inspiré pour justement laisser place à l'intuition. Je vous dis souvent, ça c'est des points à méditer, etc. parce qu'on doit développer l'intuition, on doit faire grandir l'intuition de façon à comprendre ce qu'on doit faire théoriquement. Donc ce que je fais, je vous aide pour éduquer un petit peu votre langage interne pour que l'accès à l'intuition soit beaucoup plus facile. Une fois que votre intuition est connectée à la source, vous entendez la voix de Dieu, ou au moins vous la ressentez, vous pouvez écouter votre intuition. Vous n'avez plus besoin spécialement qu'on vous explique les choses. Un livre d'exercice et on avance. Dans tous les mondes, vous avez déjà appris à connaître la première clé fondamentale, le tétragramme ou les 4 pôles, avec les 4 éléments et leur application. Donc voir, semaine 1, 2, 3. Comme il s'agit d'une clé universelle, elle peut être utilisée pour résoudre tous les problèmes, toutes les lois et toutes les formes de vérité, à condition que vous sachiez l'utiliser correctement. Une clé universelle, ça veut dire que c'est une matrice. Une clé universelle, ça veut dire que c'est une matrice qu'on peut appliquer sur énormément de choses. Les 4 éléments fonctionnent dans l'astrologie, sur ce qui influence notre corps minéral, végétal, animal. Les 4 éléments fonctionnent pour la spiritualité, c'est-à-dire il y a 4 âmes de base différentes qui ont le nom des éléments. En fait, on peut créer une multitude de systèmes qui marcheront avec les mêmes calculs, qui sont la matrice de base, qui part de 4, qui part de 1, se divise en 3, et puis 4, et puis 12. Alors, il y a certains chiffres qui reviennent comme une série de codes, dont je parlerai un peu plus tard dans mes formations, sur justement le code de la réalité, qui permettent d'appliquer une matrice sur différents paramètres. Dans la nutrition, c'est pareil, vous retrouvez les 4 éléments, vous divisez les choses en 4, vous avez 4 polarités. En fait, la clé des 4 polarités peut être appliquée à n'importe quoi dans la vie. À la richesse, comme à la spiritualité, comme à la nourriture, comme au sport, comme à tout. C'est une matrice universelle. Les initiés, en nous expliquant les matrices, en nous expliquant l'astrologie, en nous expliquant l'entraînement hermétique, mettent en lumière cette matrice, mettent en lumière cette clé, mettent en lumière ce code. C'est la même chose.
Donc savoir l'utiliser correctement, ça veut dire vous devez être conscient de comment les choses passent d'un état à un autre. Comment on passe de l'unité à la dualité, de la dualité au ternaire, de la dualité au quaternaire, comment les choses se divisent les unes les autres, comment elles s'engendrent pour créer leur impact dans la réalité. Point numéro 2, la religion. Vous devez confesser votre foi en une religion universelle. Quelle que soit la religion, c'est bien que vous ayez un terrain d'application de votre spiritualité. La spiritualité, c'est la science derrière la religion, et la religion, c'est un peu votre culture. C'est bien d'avoir une culture. Vous allez vous rendre compte que chaque religion a des points positifs et des points négatifs, étant donné qu'elles sont un morceau brisé du même miroir, ou une face de la même pyramide. Gardez le meilleur pour vous et ignorez les points faibles. Une fois que vous avez compris l'image du miroir en entier, ou à quoi ressemble la pyramide, c'est pas la peine de vous attarder sur les points faibles d'une religion. Cela ne vous oblige pas à pratiquer une religion, mais à avoir du respect pour chaque culte, car chaque religion a ses propres concepts de Dieu, christianisme, bouddhisme, islam. Chaque religion nous parle de la même chose. Chaque religion est un morceau du miroir qui s'est brisé. Et au fond, quand on cherche dedans, on trouve des concepts qui nous emmènent loin, même s'ils sont un peu bafoués, même s'ils sont un petit peu traînés dans la poussière. Ils témoignent tardivement, mais ils témoignent encore d'une réalité supérieure. Donc c'est à respecter. Toutes les religions sont à respecter. Dans le fond, vous pouvez être fidèle à votre propre religion, mais vous ne devez pas vous satisfaire des dogmes officiels de votre église, ou de votre mosquée, ou de votre synagogue, ou quoi que ce soit. Vous devez vous efforcer de pénétrer plus profondément dans le laboratoire de Dieu. Voici le but de votre initiation. Comme je vous ai déjà dit, ici on va dépasser le cadre religieux. C'est très difficile pour un religieux de conceptualiser quelque chose en dehors de la dualité. Très souvent, il y a le bien et le mal, le Satan et le Dieu et tout ça. Alors que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe en réalité. L'âme vient d'un système unique et unifié. Donc, ce qu'on retrouve derrière la religion, ce qu'on retrouve, le laboratoire dont on parle, c'est justement cet espace unifié qui existe en chacun de nous, mais aussi autour de nous, entre nous. Donc notre initiation va servir justement à corriger notre mental qui est dans la dualité et qui est susceptible d'être absorbé par la religion pour retourner dans l'unité et dépasser justement les dogmes. C'est-à-dire dépasser les divisions, retrouver que tout est un. Retrouver dans le ressenti, c'est pas que la compréhension, c'est dans le ressenti, que tout est un et parfait, que chaque chose est à sa bonne place d'une façon parfaite. Eno mitvado tov metiv. Il n'y a rien hormis lui, il est bon et bienfaisant. C'est une force bonne et bienfaisante qui nous entoure. En accord avec les lois universelles, vous devez vous faire votre propre conception de l'univers qui sera désormais votre véritable religion. Une fois que vous avez votre perception de l'unité qui s'est faite à l'intérieur de vous, alors vous avez votre religion. Vous savez en quoi vous croyez, vous connaissez le Dieu que vous percevez. D'accord ? Même si vous avez les mêmes mots que quelqu'un d'autre, quelqu'un va appeler Dieu tout-puissant et l'autre va l'appeler tout-puissant. Mais tout-puissant pour moi, c'est pas forcément la même sensation que pour quelqu'un d'autre. Donc on a notre propre conception qui dépend de notre filtre personnel à nous. C'est avec ce filtre-là qu'on perçoit et qu'on crée de façon culturelle, c'est-à-dire on répète des actions dans la réalité, qu'on crée justement cette religion à laquelle on va adhérer, qui sera en accord avec les lois universelles et qui sera en général beaucoup plus précise que la version qu'on sert au monde animal en général. Comprenez que la religion est nécessaire, il y a énormément d'animaux qui feraient n'importe quoi sans la religion. Toutes les vérités religieuses sont des vérités relatives, et leur compréhension dépend de la maturité des personnes qui les ont formulées. Effectivement, la religion, c'est peuplé de personnes qui ont des perceptions spirituelles. D'accord ? C'est pas forcément des grands initiés ou des gens qui ont réussi le chemin de l'initiation. Un saint, par exemple, c'est quelqu'un qui a maîtrisé un élément. La voie qu'on arpente ici, c'est pour maîtriser tous les éléments. Donc, on a des demi-vérités, on a des vérités relatives, on a des compréhensions tronquées, parce que tous les gens qui se sont intéressés à la question n'avaient pas réussi le chemin. Mais comme la religion fonctionne comme une culture, aussi comme un parti politique,
il y a un peu tout le monde qui peut venir écrire ce qu'il a envie. Alors, faut faire attention à qui on donne du crédit et qui on écoute. Généralement, faites attention à qui vous écoutez. Vous devez écouter quelqu'un qui réussit, qui explique ce qu'il a réussi à faire lui-même, qui explique, qui témoigne d'un état qu'il atteint. D'accord? N'écoutez pas quelqu'un qui n'atteint pas l'état en question. Vous ne devez pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Ni essayer de détourner quelqu'un de sa vérité, de le critiquer ou de le juger. Ça veut dire que même si vous rencontrez quelqu'un qui manque de maturité de façon évidente, il est dans son chemin. Foutez-lui la paix, laissez-le se débrouiller. Il est là pour faire son expérience avec les choses qui vont lui arriver pour le faire avancer. S'il ne vous demande pas d'aide, commencez pas à venir ouvrir votre bouche avec votre grand égoïsme et votre violence qui vous fait croire que tout doit être comme vous avez décidé. Ça marche pas, c'est pas comme ça. D'accord? C'est complètement interdit d'aller détourner quelqu'un et de lui dire non mais les choses sont pas comme ci, elles sont comme ça, alors que cette personne elle est dans une croyance qui lui est personnelle et elle avance avec cette croyance. D'accord? Si c'est un débat public et qu'il y a quelqu'un qui affirme quelque chose devant plein d'autres personnes, c'est pas pareil. Vous pouvez rentrer dans le débat et rectifier peut-être pour les gens qui écoutent. Mais si vous parlez à quelqu'un dans le métro et qui vous explique qu'il va faire sa prière du dimanche et qui trouve ça bien parce que ça le rapproche de Dieu, commencez pas à lui dire non, tu dis n'importe quoi, ça marche pas comme ça. Ça va pas servir à grand chose et ça va vous créer un mauvais karma, de mauvaises conséquences. Au fond de votre cœur, vous pouvez avoir de la peine pour les fanatiques ou les athées sans le montrer publiquement, voilà. C'est-à-dire qu'on ne vous empêche pas d'avoir de la peine pour eux. Mais laissez chacun se fier à ce qu'il croit et qui le rend heureux et satisfait. Si tout le monde respectait cette règle, il n'y aurait ni haine ni désaccord religieux sur cette terre. Voilà. Donc l'ego nous pousse à me dire « moi j'ai raison, je vais l'appliquer à tout le monde, je vais l'imposer à tout le monde ». Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui ne vous demande pas d'aide, je vous répète encore, n'allez pas chercher son karma. Il fait son expérience, ne lui brusquez pas son expérience, ne lui grillez pas son expérience, ne lui volez pas son expérience. Laissez-le faire son expérience par lui-même. Il doit découvrir par lui-même. La situation est différente si un être humain, insatisfait du matérialisme et désireux de recevoir un soutien spirituel, vous demande des conseils. Dans ce cas, vous êtes obligé de lui apporter la lumière spirituelle et la compréhension selon vos capacités. Et même, je dirais, vous devez vous empresser de le faire. Si quelqu'un vous demande de l'aide, c'est pas comme si vous aviez décidé dans votre ego de « ah oui, lui, il a besoin de mon aide ». Non, non, non. Si quelqu'un vous demande de l'aide, c'est comme si le Créateur vous montrait que vous avez quelque chose à faire ici. Vous pouvez refuser l'aide. Vous n'allez pas vous créer spécialement de karma pour ça. Vous vous en créerez moins en refusant une aide qu'en forçant une aide, mais ce sera toujours des meilleurs points d'aider quelqu'un qui le demande. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est une bonne chose de le faire. Vous grandirez plus vite en aidant les autres. Vous rétrécirez pas sans les aider, mais vous avancerez plus vite en les aidant. C'est comme l'apprentissage. L'apprentissage veut qu'un jour vous deveniez enseignant. C'est comme ça. Partie pratique. Gymnastique matinale et friction du corps. Dès le matin, après vous être levé, frottez votre corps avec une éponge douce jusqu'à ce que votre peau devienne légèrement rougeâtre. Cela ouvre les pores de la peau et permet une meilleure respiration de la peau. Lavez ensuite votre corps. Alors, on frotte les pores de la peau pour qu'ils respirent, d'accord? Jusqu'à que ça rougisse. Je vous en ai déjà parlé à la semaine 1 ou 2. Donc c'est important que vous le fassiez tous les jours. Vous prenez une brosse, vous ne vous blessez pas, et vous ouvrez les pores de votre peau, justement, ça va vous servir après à respirer les éléments, etc. Donc vous vous lavez à l'eau froide, je vous ai déjà expliqué comment le faire dans la semaine numéro 2. On rajoute, faites de la gymnastique tous les matins, donc ça on en a déjà parlé aussi, donc c'est un rappel de la dernière fois. Vous avez ici le protocole de la douche froide, dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc je vous laisse le relire, on ne va pas passer plus de temps que ça là-dessus. Donc en gros, vous partez du point le plus éloigné de votre cœur, pour le mouiller de froid, donc la cheville gauche extérieure, et puis vous remontez petit à petit à l'intérieur, la droite, les bras, etc., jusqu'à vous rapprocher du cœur. Si c'est difficile, vous commencez par l'eau chaude et vous terminez par l'eau froide. Les bienfaits sont les vaisseaux qui se rétractent et se dilatent, donc la gymnastique vasculaire et la stimulation du système immunitaire.
l'amélioration de la circulation et du métabolisme et la récupération musculaire aussi. Donc pour les débutants, commencez progressivement, eau tiède puis froide, puis de plus en plus froide. Respirez profondément et calmement. Pour ceux qui connaissent Wim Hof, qui fait des respirations dans la glace, vous pouvez voir un petit peu dans sa méthode comment sa respiration lui permet de ne pas avoir froid. Séchez-vous rapidement et bougez après la douche, d'accord? Parce que vous allez avoir une facilité à stocker du froid une fois fini. Donc il faut bien vous frotter le corps une fois que vous avez pris cette douche froide et vous mettre en mouvement. En cas de problème de santé, donc ici il y a marqué demander conseil à un médecin, mais je vais vous dire, en cas de problème de santé, vous prenez pas une douche froide. C'est évident, on fait les choses pour aller mieux, pas pour se rendre malade, d'accord? Donc ne vous dites pas « Ah si, par volonté, je vais forcer et tout ». Non, c'est pas, ce serait stupide, d'accord? La magie de l'eau. L'eau a un très grand rôle à jouer. Alors je vais faire une masterclass sur l'eau bientôt, je vais expliquer beaucoup de concepts sur l'eau, mais on va commencer à en expliquer un petit peu maintenant. L'élément eau contrôle le magnétisme ou la force d'attraction. Donc là, le magnétisme, c'est ce qui est sur le côté, c'est collatéral, d'accord? L'électricité, c'est au milieu, ça va tout droit. Le magnétisme, ça attire par effets collatéraux. C'est pas des effets directs. Donc ça tire les choses vers l'électrique, d'accord? Donc l'eau et tous les liquides peuvent être vus comme un accumulateur. Puisque l'eau est magnétique, elle a une forme de mémoire à l'intérieur, elle a une structure qui lui donne une forme de mémoire. Elle peut accumuler. Ça veut dire accumuler quoi? Elle peut accumuler des intentions, elle peut accumuler des énergies, elle peut accumuler des vibrations à l'intérieur d'elle. C'est le principe de l'homéopathie. D'accord? On mélange une goutte de quelque chose dans 1000 gouttes d'autre chose. On prend une goutte de ces 1000 gouttes, on les remet dans 1000 gouttes, on mélange. Une goutte encore de ce mélange, on le remet encore dans 1000 gouttes, on mélange, et puis on fait un remède homéopathique. Ça veut dire que toute l'eau a gardé une chaîne de mémoire qui fait que l'information se transmet encore. Plus l'eau est froide, plus sa capacité d'accumulation est grande, maximum autour de 4 degrés. Quand l'eau devient tiède, entre 36 et 37 degrés, elle devient neutre au magnétisme. Au magnétisme énergétique, d'accord? Pas à l'akasha. L'akasha, il n'est jamais désactivé. Par contre, le magnétisme direct, dès que vous serez entraîné un petit peu à charger les choses et entraîner votre magnétisme, vous allez voir que quand vous chargez de l'eau, elle se charge beaucoup mieux et beaucoup plus rayonnante quand elle est fraîche. Ça explique aussi la douche froide, d'accord? C'est de l'eau fraîche que vous mettez sur vous pour réactiver votre magnétisme. Si vous sortez de l'eau chaude, elle vous désactive. Quand vous sortez votre aura, elle met quelques minutes avant de reprendre. Alors que l'eau froide, elle rétablit votre tore. Vous savez, cette espèce de forme de beignet, là, de donut autour de vous. Elle rétablit ça et votre champ magnétique est restitué. Vous pouvez charger n'importe quel liquide avec votre soi à partir de votre propre akasha. Voilà. Quelle que soit la température. La charge magique ne dépend pas seulement de la capacité d'accumulation de l'eau, mais du principe de causalité de l'akasha et du fluide électromagnétique. Donc voilà, donc à partir de l'akasha, on peut charger l'eau. Ça veut dire que si vous faites un souhait sur l'eau, et que vous chargez ce plan-là à l'intérieur de l'eau, que vous agissez à partir de ce plan-là, donc c'est le plan des causes, et que vous avez une forme de vide mental qui vous permet une intention juste et lumineuse qui va charger ce même degré dans l'eau qui est en face de vous, vous pouvez alors la charger, qu'elle soit chaude ou froide. C'est-à-dire vous pouvez charger une soupe sans problème. Quelques exercices pratiques. Purification avec l'eau. Chaque fois que vous vous lavez les mains, pensez fort que vous vous débarrassez non seulement de la saleté du corps, mais aussi de la saleté de l'âme. Les échecs, les ennuis, l'insatisfaction, la maladie, etc. Lavez-vous les mains sous le robinet si possible et imaginez que toutes vos faiblesses descendent avec l'eau. Et videz immédiatement l'eau sale. D'accord? Videz l'eau sale au cas où vous ayez une bassine, mais si vous avez le robinet, ça coule directement. Pareil, si vous magnétisez quelqu'un, vous allez voir que vous allez garder une espèce de résidu de son magnétisme à lui et des fois de ses douleurs. Alors vous trempez vos mains, vous prenez de l'eau et vous allez tirer à partir de votre coude jusqu'à vos doigts pour enlever justement le mauvais magnétisme que vous avez accumulé. C'est l'eau froide qui va vous permettre justement de déplacer ce magnétisme rapidement et de le jeter. Vous pouvez aussi plonger vos mains dans l'eau froide et concentrer la force magnéto-astrale qui attire toutes vos faiblesses hors de vous. Pareil, de la même façon, vous mettez votre main dans l'eau très froide. Pas très longtemps. C'est mieux de l'eau courante que stagnante.
Enfin, il n'y a pas photo même, il faut de l'eau courante, et c'est mieux de l'eau courante d'une rivière, bien sûr. Il y a des rivières qui sont assez pures pour guérir vos blessures, pour enlever énormément de négatifs de l'intérieur de vous. Tout le négatif qui se stocke dans l'astral et dans le minéral et dans le végétal, il peut être évacué par l'eau, d'accord? Les brisures du subconscient, c'est-à-dire les éclats qu'on a dans le mental, ça, il faut les réparer. C'est pas l'eau qui va vous les enlever. Mais dans une certaine mesure, l'eau froide peut débarrasser déjà une bonne partie des saletés qu'on peut parfois accumuler en conséquence d'un mental éclaté. Acquérir une qualité grâce à l'eau. Magnétisez ou chargez l'eau de votre désir. Lavez-vous les mains en étant fermement convaincu que votre désir entre dans votre corps et va se réaliser. Ça paraît bête dit comme ça en fait, mais c'est ça la magie de l'eau. C'est-à-dire que vous pouvez souhaiter quelque chose en même temps que vous avez de l'eau. Et vous pouvez la charger, vous lavez les mains avec, la boire, vous lavez le visage, etc. Là, on va parler du visage. Vous pouvez combiner les deux. D'abord, vous purifiez dans une eau, puis vous lavez dans une autre chargée de votre désir. Donc, une eau qui enlève vos saletés et une eau qui vous charge d'autre chose. Donc vous chargez l'eau avant, vous mettez votre main au-dessus, ça va forcer votre subconscient à comprendre ce qu'il est en train de faire et à faire la bonne action. Avec le temps, vous vous passerez de mettre la main, vous pourrez le faire simplement par concentration. Une fois que l'eau est chargée, vous rentrez dedans et les pores de votre peau vont justement absorber. Chose que je vous avais expliqué, quand on souffle, les pores absorbent et quand on inspire, les pores soufflent. Améliorer le visage et la peau, hommes et femmes, mais ça peut être très bien pour les femmes qui ont un peu plus souci de ce type de soins. Concentrez-vous sur le fait que l'eau rend votre visage et votre peau plus jeunes, plus élastiques et plus attirants. Lavez votre visage et plongez-le entièrement dans l'eau plusieurs fois, au moins 7 fois. Vous pouvez ajouter une pincée de borax à l'eau. Le borax va agir ici comme condensateur fluidique du souhait pour améliorer cet effet dans l'eau. Donc le fait de charger d'un souhait l'eau et qu'après vous la mettiez sur vous, votre souhait va commencer à vous influencer à partir de cette action. Bien sûr, il faut un petit peu d'habitude et d'expérience. D'accord? C'est pas si vous l'avez jamais fait et que vous le faites ce soir, demain vous n'allez pas avoir rajeuni. Par contre, si vous le faites tous les jours, vous allez voir qu'il y aura un effet à long terme. Bain oculaire magnétique. Le matin, plongez votre visage dans l'eau que vous avez fait bouillir la veille et ouvrez les yeux dans l'eau. Alors, on a une eau de très mauvaise qualité en Europe, en France aussi. Quand vous faites bouillir l'eau, vous allez voir que vous avez des résidus blancs, du calcaire un peu partout. Donc ça, c'est pas spécialement bon pour mettre la tête dedans. Je vous conseille de filtrer votre eau ou de prendre de l'eau, une eau en bouteille que vous allez utiliser, une bouteille tous les matins pour vous laver le visage. Vous la faites bouillir d'abord pour entre guillemets, tuer tout ce qu'il y a dedans et puis refroidir d'elle-même pour qu'elle soit tiède afin que vous ne vous blessiez pas avec de l'eau brûlante ou avec de l'eau glacée. D'accord? Donc vous ouvrez les yeux dedans, vous roulez les yeux dans l'eau, vous répétez ça 7 fois. Au début, vous sentirez un léger picotement, mais cela passe. Si le picotement persiste, c'est pas la peine de continuer ça, faites-le pas tous les jours, d'accord? Faites-le de temps en temps simplement. Ce qu'il y a, c'est que vos yeux, quand vous allez commencer à accumuler l'élément feu à l'intérieur de vos yeux, pour la pratique de la clairvoyance, il vaut mieux que vos yeux soient entraînés à recevoir des charges. Et pour les entraîner, vous avez cet exercice-là, d'accord, de rouler les yeux dans l'eau. C'est bon pour la vue, mais c'est bon aussi pour les exercices après, notamment la clairvoyance qui utilise votre vision. Les personnes qui ont une vue faible peuvent ajouter une fine décoction de fraises, herba et fraisière. Magnétisez l'eau et chargez-la de votre souhait. Bien sûr, à chaque fois, avant de mettre votre visage dedans, vous magnétisez l'eau de votre souhait que vous faites pendant votre respiration consciente et pendant votre alimentation consciente, d'accord? Vous restez dans vos souhaits. Donc l'eau va aller aussi dans ce sens-là. Espace de travail, connaissance de soi, le cahier de vie. Tenir un cahier personnel. Alors là, il y a marqué papier ou numérique, mais je vous déconseille le numérique. Le numérique, c'est si vous êtes vraiment dans un cas extrême où vous êtes en prison ou je ne sais pas, vous faites ça, vous pouvez faire ça numériquement, mais je vous conseille quand même le papier. Appelé cahier de vie. Il permet de mieux connaître et suivre notre évolution. Donc vous le divisez en 3 parties. Alors ça, c'est important, ça va vous donner une image de vous-même la plus juste possible avec vos miroirs blancs et noirs. Donc vous le divisez en 3 parties. Une partie, le passé, décrire son parcours de vie.
comment vous avez grandi, comment était votre enfance, votre adolescence, que s'est-il passé après l'école, quelles ont été vos étapes importantes, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, quelles ont été les causes et les conséquences, et quelles personnes ont eu une influence importante dans votre vie. Ça, c'est votre passé, d'accord? Prenez le temps de bien écrire ça, c'est pour bien vous connaître. Vous allez voir que des souvenirs vont vous revenir petit à petit, et souvent des souvenirs importants. Deuxième partie, le présent. Faites le point sur votre situation actuelle, où en êtes-vous dans votre vie, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, quels sont vos besoins. D'accord? C'est assez succinct, mais ça va vous permettre de brosser une image la plus précise possible de votre état actuel. Partie 3, l'avenir, objectifs et souhaits. Notez clairement quels sont vos souhaits et rêves profonds, quels sont vos objectifs concrets. Pourquoi ces objectifs-là? Pourquoi sont-ils importants? Et comment comptez-vous les atteindre? Relisez régulièrement votre cahier tous les 1 à 3 mois et notez les évolutions. Vous allez voir que pour l'avenir, vous allez déclarer certaines phases d'avancement. Il faut que vous puissiez observer que vous avez suivi ces phases-là. Les miroirs de l'âme et les 4 éléments. Donc ça, c'est la même chose que dans le degré d'avant, le cours d'avant. On est toujours sur les mêmes traits de caractère. Je vous laisse les relire et les méditer. D'accord? Donc à chaque fois, réfléchissez bien si à l'intérieur de vous, l'enthousiasme par exemple, est-ce que ça fait partie de votre feu ou de votre eau ou de votre air ou de votre terre? Sachez, rappelez-vous bien, que les caractéristiques des éléments qui sont écrites ici sont écrites à titre d'indication. Ok? Ça veut dire que c'est pas forcément vrai pour vous. L'enthousiasme, c'est pas tout le monde qui va le placer dans le feu par exemple. D'accord? Ensuite, alors ça c'est très important aussi, vous devez noter votre pondération des éléments. Donc ce que je vous ai pas expliqué la dernière fois. Donc comment calculer le pourcentage des éléments? Pour chaque trait, notez l'intensité de l'élément. Donc 0, 1, 2 ou 3. 0 c'est absent, 1 c'est léger, 2 c'est moyen, 3 c'est fort. Additionnez les points pour chaque élément dans le miroir blanc et dans le miroir noir. Donc, par exemple, vous faites, on va dire, allez, 100 points. Vous avez mis l'eau, le feu, l'air, la terre, vous comptez tous les points, il y en a 100. D'accord, c'est un exemple. Hein. Pour chaque élément, appliquez la formule du pourcentage. Donc les points de l'élément divisé par le total des points du miroir, multiplié par 100, pour avoir le pourcentage. Par exemple, si le miroir blanc a 60 points, donc ça veut dire qu'il y a 21 points de feu, 15 points d'air, 12 points d'eau et 12 points de terre. Donc 21 points de feu, ça fait 35%. 15 points d'air, ça fait 25, 12 points d'eau, ça fait 20, et 12 points de terre, ça fait 20. Alors on pourrait dire, mais pourquoi se compliquer la vie et aller apprendre si précisément notre composition? Parce qu'après, vous allez mettre les mains dedans pour le modifier, pour le changer. D'accord? C'est très différent de savoir conduire une voiture et de savoir construire une voiture. Ok? Donc pour savoir construire une voiture, vous devez d'abord la démonter, nettoyer chacune des pièces, et puis tout remonter. D'accord? Là, c'est ce qu'on est en train de faire, nous. Donc, vous devez avoir une connaissance de vous-même extraordinaire. L'idéal dans le miroir blanc est d'avoir environ 25% par élément, l'équilibre. Dans le miroir noir, l'objectif est de réduire les pourcentages négatifs. Donc, si vous n'avez pas un équilibre évident, on travaillera au rétablissement de cet équilibre. Donc, dans le degré 2, dans le degré 3. Ce sera très important. Mais pour justement savoir où travailler, comment travailler, on fait la pondération. C'est-à-dire qu'on note les défauts et les qualités, et avec ces défauts et qualités, on fait un calcul qui nous permet de savoir en pourcentage sur quoi on doit appuyer ou moins appuyer. Critères pour passer au prochain module, avoir pratiqué régulièrement la gymnastique. Donc j'ai pas beaucoup creusé dessus, mais je vous en avais déjà parlé, vous devez rester souple. Votre corps doit rester souple. Tous vos corps doivent être souples. Votre corps mental doit être souple, votre corps astral, émotionnel doit être souple, votre corps physique doit être souple. Vous devez avoir une souplesse générale, d'accord? La souplesse donne de l'équilibre, de la rapidité et de la stabilité dans tous les corps. Vous devez avoir commencé votre cahier de vie. Vous allez voir, c'est pas très long à faire. En 2 heures, si vous vous y mettez à fond, vous aurez fini. Et l'analyse des miroirs de l'âme avec le calcul des pourcentages. Donc, vous devez idéalement terminer votre introspection, en tout cas cette première partie de l'introspection, la partie noire et la partie blanche, sur cette semaine-là, donc la quatrième semaine d'entraînement.
OK? Je vous encourage à pratiquer tous les jours. Vous êtes en train de vous self-crafter, de vous auto-fabriquer, de vous auto-corriger. Vous êtes en train de décider de votre vie. Vous êtes en train de rendre possible et réalisable vos rêves et vos aspirations. D'accord? Vous apprenez à rentrer à l'intérieur de vous pour découvrir quelque chose de plus grand que vous ne l'auriez imaginé. Prenez le temps, faites-le régulièrement, avancez. D'accord? Ne restez pas sur la première semaine pendant 6 mois, ce sera pas bon. D'accord? Vous devez avancer. Donc l'avancement ne tient qu'à la répétition. Répétez encore et encore et encore et encore. N'hésitez pas à poser des questions dans les chats qui sont disponibles. Ou vous pouvez m'envoyer vos questions en privé aussi, je réponds aussi. Et je vous souhaite un bon avancement, je vous souhaite beaucoup de force et que le Créateur vous inonde de lumière et de volonté. À très bientôt, bonne chance.